Bienvenue à Planète Terre. Cette semaine à l'émission, nous posons d'abord une question audacieuse. Un juriste international qui a présidé des tribunaux de la Cour pénale internationale affirme que le pape Benoît XVI pourrait être à risque d'être accusé et traîné devant une cour internationale pour son rôle dans le scandale des prêtres pédophiles, c'est-à-dire a-t-il agi suffisamment lorsqu'il était responsable de ce dossier avant de devenir pape? Alors nous discutons des risques qu'encourt le pape avec une juriste, Hélène Dumont, qui est professeure à la faculté de droit de l'Université de Montréal et qui connaît bien les mécanismes et les tests qu'il faudrait passer pour se rendre à une accusation à la Cour pénale internationale. Vous allez voir, c'est très intéressant. Ensuite, nous allons broyer un peu de noir avec un vert, c'est-à-dire discuter de l'état de la négociation internationale sur les changements climatiques. Vous savez que Copenhague n'a pas été un succès en décembre dernier. Où va la négociation internationale? Où en sont les joueurs au moment où on se parle? Nicolas Notaro est un des négociateurs pour la Commission européenne et il était avec nous cet été pour notre école sur l'environnement. Il nous fait le point de la situation. Et finalement, nous allons nous rendre dans le cinéma et le cinéma gore, c'est-à-dire un film assez sanglant qui s'appelle Machete et qui pourtant se passe dans un contexte politique et social, celui de l'immigration illégale de Mexicains dans le sud des États-Unis. Notre collègue historien Bruno Ramirez a vu le film pour nous et il va nous dire ce qu'il en pense. Mais dans un instant, le pape et la Cour pénale internationale. Vous l'avez vu aux informations, Benoît XVI est en visite historique en Grande-Bretagne et une question se pose autour de sa venue. Est-ce qu'un citoyen pourrait décider de l'arrêter? Eh bien non, ça n'aura pas lieu. Mais pourquoi est-ce que ça a été soulevé? C'est que juste avant sa venue, Jeffrey Robertson, qui est un juriste, a publié un livre qui s'appelle « The Case of the Pope, Vatican Accountability for Human Rights Abuse », c'est-à-dire le cas du pape ou le procès du pape, pourrait-on dire, la responsabilité du Vatican dans les scandales de pédophilie qu'on a connus jusqu'à maintenant. Et ce que Jeffrey Robertson avance, c'est qu'il y aurait une possibilité de poursuivre le pape pour sa responsabilité dans la gestion des cas de pédophilie qui sont venus sur son bureau lorsqu'il était responsable de ces affaires pendant une période qui va de 81 à 2005. Alors, nous discutons de cette hypothèse assez audacieuse avec Hélène Dumont. Merci d'être avec nous, Hélène. Bonjour. Hélène, vous êtes juriste, vous êtes professeure de droit ici à l'Université de Montréal, à la faculté de droit, et vous êtes spécialiste des questions pénales et pénales internationales. On vous avait reçu d'ailleurs sur l'évolution de la Cour pénale internationale. Parmi vos écrits récents, on trouve cet article avec Anne-Marie Boisvert et Alexandre Stilios dans les cahiers de droit, en marge de l'affaire Lacroix-Norbourg, qui montre votre intérêt également pour ces sujets, les enjeux substantifs et punitifs suscités par le double aspect de certains comportements frauduleux dans le domaine des valeurs mobilières. Alors, est-ce que c'est réglementaire ou criminel? Alors, écoutez, vous avez lu comme moi donc un article sur la thèse de Jeffrey Robertson. Est-ce qu'on peut poursuivre le pape? C'est une question qu'on n'aurait pas pu poser il y a quelques années. Pourquoi est-ce que maintenant, elle devient légalement intéressante? Bien, elle devient intéressante, mais elle reste dans l'ordre du théorique. En pratique, je dirais, tout de suite d'entrée de jeu, on ne peut pas poursuivre le pape pour des crimes, quel que soit le crime qu'on puisse lui reprocher. Mais on va faire quand même l'exercice. On va faire l'exercice de voir quels sont les obstacles juridiques actuels et comment les surmonter. Et puis, vraiment, vous allez voir que c'est une course à obstacles. D'abord, l'hypothèse de départ, on va partir d'une allégation de faits sur lesquels on s'entend, c'est-à-dire que le pape n'aurait pas personnellement commis des actes de pédophilie. Je veux dire, dans la pire des hypothèses, les autorités vaticanes, sur une longue période, et y compris sur la période actuelle, auraient soit facilité par leur conseil ou par leur inaction à cacher ces crimes, à éviter pour ces prêtres catholiques à travers le monde la poursuite criminelle nationale. Donc, d'où le terme obstruction de justice. Oui, mais attendez, que les faits répréhensibles sont de deux choses l'une. Ou un crime de droit commun
là où le conseil ou l'instruction criminelle aurait été commise, ou soit, selon l'hypothèse de l'article que j'ai été appelée à lire, l'hypothèse que c'est un crime contre l'humanité. Alors, on va examiner ces deux hypothèses. D'accord. Il faut dire que Robertson n'est pas un avocat comme les autres. Il était président de la Cour internationale de justice sur les crimes contre l'humanité au Sierra Leone. Donc, c'est un juriste de haut niveau. Absolument de haut niveau, très respectable, et puis qui a vu ce que j'appelle, moi, personnellement, la poubelle de l'humanité. Alors, qu'il soit sensibilisé par la question de l'impunité des principaux responsables de crimes, par exemple, contre l'humanité, on peut le comprendre parce qu'il les a vus de près. Alors, de ce point de vue-là, sa sensibilité et son expérience et sa réflexion méritent considération. Alors, il n'est pas sujet à débat que lorsque Benoît XVI, qui était le cardinal Ratzinger, de 81 à 2005, lorsqu'il a eu les cas de pédophilie qui lui ont été présentés, n'a pas avisé les autorités policières qu'un crime avait été commis et qu'il le savait, et a même permis que ces crimes se poursuivent en déplaçant des prêtres qui auraient dû être retirés de la circulation. Ça, c'est la base factuelle. Ça, c'est la base factuelle. Ouais. Alors, si on ne conteste pas cette base factuelle et on la tient pour avérée, je veux dire, il s'agit de savoir si cette conduite moralement répréhensible est illégale. Donc, d'abord, illégale au sens du droit anglais. Et puis, je pourrais vous dire que je réponds autant avec le droit canadien parce qu'en ces matières, le droit anglais et le droit canadien sont assez semblables. Alors, il faut imaginer que les faits répréhensibles qu'on vient d'énoncer sont constitutifs d'infractions criminelles au sens du droit anglais. Est-ce que c'est le cas? La première infraction que l'on peut imaginer, c'est l'obstruction de justice. Il existe d'autres infractions. Par exemple, le fait de composer avec un acte criminel qui suppose, bien entendu, composer, les Anglais vont dire compounding a criminal act. Ça veut dire en quelque sorte... l'aggraver? Non, ça veut dire de composer avec le criminel. À la limite, surtout lui demander de l'argent, par exemple, pour continuer de cacher le crime. D'accord? Ça peut être une infraction. Ça pourrait être comploter ou conseiller la commission d'un crime, comme celui de l'obstruction de justice. Ou on pourrait imaginer, je veux dire, une infraction qui est sui generis, complicité après le fait. C'est-à-dire aider, en fait, celui qui a commis le crime à échapper. C'est celui qui se rapporte le plus au cas sous étude. Oui. Bon, mais quels sont les obstacles? À partir du moment où on suppose que techniquement des infractions du droit anglais existent et elles auraient été commises par le pape Benoît XVI. Alors, deux obstacles juridiques. Premièrement, les infractions ont-elles été commises sur le territoire anglais? Ma première réponse est peu probable. Dans la meilleure des hypothèses, les crimes imputés à un étranger qui est Benoît XVI, non pas un Anglais, auraient été commis à l'étranger, c'est-à-dire au Vatican. Donc, il y a un premier obstacle à la poursuite. C'est-à-dire que l'acte de pédophilie par le prêtre peut avoir eu lieu en Grande-Bretagne, mais l'acte de Benoît XVI qui est à Rome... de cacher un crime, c'est-à-dire un acte distinct de celui du prêtre, est commis à l'étranger. Donc, un premier obstacle à la poursuite nationale du pape, même s'il est sur le territoire. Deuxième obstacle, il existe en vertu du droit international public ce qu'on appelle l'immunité dans l'exercice de ses fonctions, qui suppose qu'entre États souverains, on ne s'ingère pas dans les affaires d'un autre État souverain. Donc, admettons une poursuite criminelle devant un tribunal anglais, d'office, le juge ferait valoir l'objection absolue de l'impossibilité de poursuivre Benoît XVI dans l'exercice de ses fonctions de chef d'État du Vatican. Ou de cardinal. Un instant. Dans les mesures où les infractions sont des infractions de droit commun, il est clair que pendant l'exercice de ses fonctions de chef d'État, il bénéficie d'une immunité juridique.
Donc, ce n'est pas une question d'impunité, c'est une question d'immunité juridique tant que durent les fonctions. C'est une autre question à la fin des fonctions. Donc, 2 obstacles. Un obstacle de juridiction, de compétence. Comme les papes meurent au boulot, donc il ne se passe rien après. Exactement. Alors ça, c'est pour le droit interne. Interne. Alors, passons maintenant, parce qu'il y a, depuis quelques années, et Jeffrey Robertson se fonde là-dessus, la Cour pénale internationale qui permet, là, de mettre même des chefs d'État, comme c'est le cas au Soudan, de les accuser de crimes de guerre. Al-Bashir, par exemple. On peut penser à Milosevic, on peut penser à Charles Taylor. Juste des exemples où des chefs d'État, en fait, peuvent être assujettis à une juridiction internationale. Encore faut-il que le crime reproché, puis là, il ne faut pas encore oublier que le crime reproché dont on parle, c'est les formes variées d'obstruction de la justice, ou bien, essentiellement, que les crimes commis par les commettants, en fait les prêtres, les subordonnés de l'Église catholique, soient également imputables, je veux dire, à un supérieur hiérarchique que serait le pape. Bon. On va encore examiner la question purement d'obstacles. D'abord, il faut que l'État en cause refuse de faire lui-même le procès. Oui. Bon, donc, alors, le Vatican a supposé que ce soit un État comme les autres, ce qui est problématique. Bon, la première chose, c'est que l'État Vatican ne siège pas à l'ONU. C'est pas un État signataire du traité de Rome, il faut le comprendre. Le traité de Rome qui crée la Cour pénale internationale. Qui crée la Cour pénale internationale et qui assujettit les États membres à sa compétence. Donc, on sait qu'il y a des États nombreux et importants, comme les États-Unis, qui ne sont pas signataires du traité de Rome, et ça a pour effet de rendre ces États et leurs sujets non redevables devant la Cour pénale internationale. Alors, il y a un premier problème, c'est que le Vatican est à la fois, sous certains aspects, un État, et sous un autre aspect, du point de vue des États qui siègent aux Nations unies, qui sont généralement des signataires de traités, par exemple le traité de Rome, eh bien, on a un autre problème réel relativement à l'exercice de la compétence de la Cour pénale internationale à l'endroit d'un sujet qui serait le chef d'État d'un État souverain. Bon, ça, c'est un obstacle. Mais il est clair. Oui, on pourrait dire que, parce que justement, Robertson dit que c'est un État qui n'existe pas vraiment. C'est plutôt un genre de tradition. On échange des diplomates. On pourrait dire que c'est un sujet italien. L'Italie est signataire. Ou on pourrait dire que c'est un sujet polonais. Ou un sujet polonais. Ou allemand. Ah oui, allemand dans son cas. Oui, c'est Jean-Paul II qui était polonais. Oui, je me trompe de nationalité. Donc, 2 pays qui ont signé le traité de Nantes. Mais disons qu'on franchit ce premier obstacle. Si on franchit ce premier obstacle, donc, que c'est un citoyen d'un pays qui a signé le traité de Rome et qu'à cet égard-là, il est néanmoins chef d'État. Je veux dire, est-ce qu'il peut offrir sa qualité officielle de chef d'État comme obstacle à la poursuite devant la CPI? La réponse, c'est non. Bon. Donc, il y a quelque chose de changé réellement. Il n'a plus d'immunité dans l'exercice de ses fonctions. C'est la raison pour laquelle des Milosevic et des Charles Taylor de ce monde sont redevables de leurs crimes internationaux devant la Cour pénale internationale. Ça, c'est vraiment un changement et une amélioration par rapport au droit commun, si on peut dire. Bon, alors ensuite, il y a la deuxième étape, il faut que le crime, pour que la Cour pénale internationale se saisisse du sujet, il faut que le crime commis soit suffisamment important. Ah, c'est plus que ça. Bon, et ça, il le dit, d'une gravité majeure pour avoir l'attention de la Cour pénale internationale. En d'autres termes, la Cour pénale internationale ne veut pas s'occuper de
tout. Oui, le PKDI. Les crimes, en fait, ils veulent vraiment prendre le lot des crimes qui, en ampleur et en gravité, dépassent le caractère purement individuel de l'action criminelle. Alors, Robertson répond, moi, je considère que oui, ce test est passé, parce que si on regarde le nombre, seulement aux États-Unis, des milliers et des milliers de cas qui ont été couverts par le cardinal Rutzinger, y compris ce qui s'est passé en Belgique, ce qui est passé en Allemagne, lui, il pense que ça passe le test de gravité. Ah, non. Vous pensez pas? Non. D'abord, pour pouvoir faire l'objet d'une accusation en vertu de la Cour pénale internationale, il faut que ça constitue soit un génocide, soit un crime contre l'humanité ou soit un crime de guerre, au sens du traité de Rome. Or, il émet l'hypothèse que ce serait des crimes contre l'humanité. Or, il oublie, en fait, du moins, peut-être qu'il ne l'oublie pas dans son livre, mais dans la recension que l'on fait dans cet article de son livre, on oublie un élément majeur qui est le suivant, que pour qu'un crime devienne dans la catégorie extraordinaire des crimes contre l'humanité, c'est un crime de droit commun qui peut être notamment le viol, tous les abus sexuels, notamment faits à un grand nombre d'enfants à travers le monde, et je dirais même à des milliers d'exemplaires, mais avec la différence qu'il faut que ce soit dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique contre une population donnée. C'est ça. Et ça, là, ça vraiment, c'est le mur. On sort des faits avérés. Alors, Robertson dit, oui, effectivement, ce n'est pas, je dis, jamais le cardinal Ratzinger ou le Vatican a dit, ce serait une bonne chose qu'on ait des milliers de prêtres pédophiles qui fassent des viols un peu partout dans le monde. Ça ne s'est jamais passé. Ils ont géré et couvert a posteriori. Ils ont fait ce qu'on appelle en chinois du cover-up. Du cover-up, OK, a posteriori. Mais Robertson dit, moi, je pense qu'on pourrait quand même tester, compte tenu de l'ampleur du phénomène, l'élément du crime. On pourrait, une ONG pourrait quand même saisir la Cour dans une saisie préliminaire pour demander si le cas, et ce serait du droit nouveau. Il accepte le fait qu'il faudrait que la Cour s'étire un petit peu. Mais moi je voudrais pas ça. Puis, je vais faire une analogie. Okay. Prenons l'hypothèse de la Cosa Nostra. Ouais. Et on accepte l'idée que la Cosa Nostra a des tentacules et des ramifications à travers le monde. Et que on sait que dans ce réseau de la mafia, je veux dire, il y a parfois des contrats pour tuer des gens. Un contrat, par exemple, dans la mafia locale new-yorkaise, comme il peut y en avoir dans la mafia locale canadienne ou italienne. Imaginons qu'il y a de multiples contrats de meurtre, je veux dire, et qui dépendent d'une infrastructure qu'on va appeler la mafia ou la Cosa Nostra. Ça ne veut pas dire que le nombre exagéré de meurtres résultant des contrats généraux et locaux de la mafia deviennent pour autant des crimes contre l'humanité. Bon. Et c'est important de faire une différence entre ce qui est vraiment tout aussi répréhensible en vertu du droit commun, du droit pénal ordinaire, et ce que l'on a tenté de cerner dans les crimes contre l'humanité. À mon avis, c'est qu'il y a une caractéristique dans les crimes internationaux qui fait que c'est le caractère collectif et l'intention à l'encontre d'une population, une population civile ou une population, en fait, qui joue un rôle militaire de se défendre légitimement, ou le génocide, qui est la destruction systématique d'un groupe donné ou d'une partie de ce groupe donné. Je veux dire, par exemple, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu 8000 morts dans le génocide de Srebrenica, mais il y avait une volonté systématique de détruire tous les hommes de cette communauté. C'est ça. Ensuite, le cover-up ne suffit pas. Non, il faut la volonté. Moi, je pense que la manière de raisonner est la suivante. Est-ce que les multiples crimes de pédophilie, je veux dire, sont des crimes contre l'humanité? C'est la première manière d'examiner la question. Après ça, c'est de se demander, y existe-t-il
une règle de droit en vertu du droit international qui permet de tenir le pape responsable de ces crimes de pédophilie. Or, si les crimes en eux-mêmes ne sont pas des crimes contre l'humanité, on ne peut pas se servir de la règle de droit telle que suggérée par Robertson. La règle de droit qu'il suppose, qui existe dans le traité de Rome, c'est la règle de la responsabilité du supérieur hiérarchique pour les actes de ses commettants. Alors, dans un contexte militaire, c'est le commandant responsable des actes de ses soldats. Dans le contexte politique, c'est le chef d'État responsable des actes de ses subordonnés. Et ça, à ce moment-là, ça veut dire que la règle de droit qui permet d'imputer à Benoît XVI la responsabilité des actes d'autrui, c'est celle du commandant ou celle du supérieur hiérarchique. Et à ce moment-là, un autre avantage du droit pénal international, c'est que cette règle peut tenir un individu qui a la responsabilité de commettant de ne pas avoir agi ou de ne pas avoir interrompu les actes qui sont des crimes contre l'humanité commis par ces commettants. Mais doit-il avoir donné l'ordre ou seulement... Non, au contraire. Ah, oui. Et c'est là un autre avantage de la règle du supérieur hiérarchique. Mais au départ, il faut que les actes... crime soit un crime de génocide. Lui-même, sui generis, soit un crime contre l'humanité. Donc, Hélène Dumont, votre conclusion, c'est que l'homme de Dieu à Rome ne sera pas inquiété par le traité de Rome. Exactement. J'irais même encore plus loin. En quelque sorte, je trouve que The King can do no wrong, qui est une maxime qui a longtemps prévalu en droit anglais. Oui. On pourrait dire The Pope can do no wrong, à l'heure actuelle. Alors, c'est tout le temps que nous avons. C'est fascinant et je suis sûr que les juristes de Benoît XVI avaient regardé ça attentivement avant nous. Qu'est-ce que vous avez choisi comme plage musicale pour accompagner ce propos? Mac the Knife de Jimmy Dale Gilmore, en fait, que j'ai entendu pour la première fois parce que ça fait le générique du film Un prophète. Et c'est bien sûr de l'opéra de Katsu. Et quel rapport avec Mac the Knife? Bien, c'est parce que c'est lugubre. Mac the Knife, Mac le couteau. Oui. Merci beaucoup, Hélène Dumont. Et donc, on écoute, grâce à vous, Mac the Knife de Jimmy Dale Gilmore. Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white, just a jackknife has Mac Heath, dear, and he keeps it. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium. Et cette semaine, j'accueille Nicolas Notaro. Merci beaucoup d'être là, M. Notaro. Merci. Alors, vous avez participé cet été à notre école d'été sur l'environnement, le droit international et les questions. Vous avez abordé les questions de changement climatique et de système d'échange de permis de pollution de carbone. Et on s'était vu l'an dernier parce que on a discuté avant la rencontre clé de Copenhague. Et donc, il y a un an qu'on ne s'est pas vu. Donc, on va faire un peu le point, vous et moi. Vous êtes à la Direction générale de l'environnement de la Commission européenne. Donc, vous suivez pour la Commission la négociation et l'ensemble des politiques de l'environnement de l'Union européenne qui est très active, comme on le sait. Alors, il y a eu lieu, évidemment, cette rencontre décevante de Copenhague, mais il y a aussi un autre événement qui a eu lieu entre-temps, puis je vais vous poser cette question-là, qui est un peu plus prosaïque, c'est l'éruption volcanique en Islande. Alors, d'abord, est-ce que vous savez, vous, prononcer le nom du volcan islandais? Absolument pas. Absolument pas. Donc, on va l'appeler entre nous le volcan islandais. Voilà. Bon. Alors, on se souvient que à la fin des années 90, le Pinabuto, ce volcan, avait fait une éruption majeure et telle que ça avait contribué au refroidissement ou ça avait ralenti le réchauffement planétaire. Est-ce que c'est la même chose avec le volcan islandais?
Je ne suis pas volcanologue, mais je crois qu'en effet, pour qu'un phénomène individuel et particulier comme une éruption volcanique puisse avoir une influence majeure et durable sur le climat, il faut quand même un phénomène prolongé dans le temps. Et plus important, même plus important de cette éruption qu'on a vécue en Europe. En effet, le nuage généré par le cendre libéré par le volcan agit un peu comme un filtre des rayons solaires et donc ça peut contribuer à baisser pendant une certaine période la température au sol. Mais je crois que malheureusement, ce ne serait pas un effet positif accessoire de cette éruption, c'est-à-dire je ne pense pas qu'on vivra un ralentissement du réchauffement climatique grâce à ça. Alors, le seul autre impact, c'est le fait que des milliers d'avions ont été cloués au sol, donc peut-être une légère diminution des gaz à effet de serre qui sont générés par les avions. Tout à fait, une toute petite diminution due à cela, mais en termes d'émissions globales sur le continent européen, c'est assez marginal. Bon. Alors, revenons sur le sujet plus général et plus global de la négociation internationale sur le changement climatique. Donc, Copenhague, beaucoup d'efforts, beaucoup d'espoir, une conclusion en demi-teinte, c'est-à-dire un accord informel entre un certain nombre de pays qui ont simplement formalisé dans un texte les engagements qu'ils avaient pris, sans l'introduire dans le protocole de Kyoto. Mais alors, qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant? Oui. En effet, la négociation a déjà repris. Elle a repris vers la fin du mois de mars dans le cadre des Nations Unies. Et le but du processus est toujours le même, si vous voulez, c'est-à-dire d'arriver à un accord qui soit un accord juridique, qui, selon les objectifs d'une bonne partie des négociateurs, qui soit un accord contraignant avec des objectifs chiffrés. Maintenant, ce qui est en train de se faire est d'essayer de reconstruire un petit peu le processus de négociation qui a échoué à Copenhague et en effet de ramener les éléments de l'accord de Copenhague dans la négociation dans laquelle tout le monde est impliqué. Parce que comme vous l'avez bien dit, l'accord de Copenhague a été souscrit par un certain nombre de parties, une grande partie des États qui ont signé le protocole de Kyoto, mais pas tous. Donc maintenant, on essaie d'élargir, si vous voulez, cette base d'accord et de continuer la négociation sur les éléments qui manquent, qui ne sont pas compris dans l'accord de Copenhague. Pour l'instant, l'accord de Kyoto se termine en 2012. C'est début ou fin 2012? C'est fin 2012. Fin 2012. Ouais. Donc, on a jusqu'au 31 décembre 2012 pour lui trouver un successeur. Donc, il y a des gouvernements, comme le gouvernement canadien, qui proposaient de ne pas prolonger ou lui donner un successeur arrimé à Kyoto, c'est-à-dire faire autre chose. Et il y a beaucoup de signataires qui disaient non, il ne faut pas faire autre chose, il faut faire un prolongement. Où est-ce qu'on en est de ce débat? En fait, le débat est encore très ouvert. Il y a pas seulement le Canada, mais par exemple le Japon a soutenu très ouvertement la création d'un nouveau traité qui puisse voir ensemble les obligations des États-Unis qui ne sont pas partie prenante à Kyoto et aussi des engagements des pays en voie de développement les plus avancés comme la Chine, l'Inde, etc. Qui, eux, n'avaient aucun engagement contraignant de réduction de leurs émissions en vertu de Kyoto. Absolument. Donc, la discussion est tout à fait ouverte. La position européenne est un peu entre les deux. Les Européens sont sans doute favorables à un accord dans lequel on puisse avoir tout le monde ensemble, mais en même temps ne sont pas en train de renier leur engagement de Kyoto. Donc, ils ne veulent pas, si vous voulez, tuer le protocole de Kyoto avant qu'on ait une alternative crédible. Bon. Mais est-ce qu'on est à risque d'avoir un vide juridique au 31 décembre 2012? Oui, absolument, parce qu'il y a une bonne partie de dispositions de Kyoto qui sont caduques
et donc ne s'appliqueront pas après 2012. Et surtout, nous n'allons plus avoir des objectifs contraignants, chiffrés pour la réduction des gaz à effet de serre pour la période suivante. Donc, oui, on peut l'appeler un vide juridique, c'est surtout un grave problème environnemental. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour des États qui, comme le Canada, a annoncé officiellement qu'il ne réussirait pas à respecter ces objectifs de Kyoto, c'est-à-dire, corrigez-moi, de réduire de 6 ses émissions de gaz à effet de serre en 2012 comparativement à 1990. Alors ça n'arrivera pas. Et il y avait des dispositions, des sanctions prévues au protocole. Donc, à partir du 31 décembre 2012, est-ce que quelqu'un à Kyoto ou ailleurs va vérifier la non-conformité du Canada? Oui, il y a dans le cadre du protocole de Kyoto un comité de renforcement des obligations, au Compliance Committee, qui s'occupe en effet de vérifier la mise en œuvre du protocole. Et s'il sera constaté à la fin de cette période 2012, sur la base de l'évaluation des émissions des différents États, qu'il y en a qui n'ont pas atteint l'objectif contraignant qui est inscrit dans le protocole de Kyoto, il y a tout un système pour faire en sorte que finalement on revienne dans une situation de respect des obligations. Il y a même des sanctions. Et une sanction serait la possibilité pour la période suivante d'augmenter d'un tiers l'objectif de réduction des émissions pour les parties qui n'ont pas respecté leurs obligations dans Kyoto. Donc, si le Canada n'a pas réussi à faire 6 il devrait faire 6 plus un tiers, donc 2, donc 8 mais en plus du nouvel objectif, s'il y en a un. Oui, c'est ça. En effet, c'est comme ça que le système marche, mais évidemment, toute la question est de voir s'il y aura un successeur au protocole de Kyoto au 1er janvier 2013. Et qu'est-ce qui se passe si le Canada dit c'est pas possible? Ben, si le Canada dit c'est pas possible, ce comité va vraisemblablement arriver à la conclusion que le Canada est en violation de ses obligations internationales et va pouvoir proposer des sanctions comme celles que j'ai mentionnées tout à l'heure. Maintenant, mais des sanctions, c'est-à-dire une augmentation de ses objectifs. C'est ça. Mais si le Canada ne le fait pas? Si le Canada ne le fait pas, le comité n'aura pas de moyens. Il n'a pas une police envoyée à Ottawa pour contraindre le Canada, ça c'est clair. Mais c'est une question de responsabilité politique que chaque gouvernement va choisir de prendre ou ne pas prendre. Évidemment, si on n'est pas en mesure de respecter ses obligations au niveau international, ça a une conséquence au niveau de la crédibilité. Donc, c'est quand même une question délicate et importante. Et je dirais, si on a choisi de faire partie d'un traité, évidemment, après, il faut assumer les conséquences. Alors, dans l'Union européenne, il y a aussi en discussion, et vous me direz quel est l'état de la discussion, celle de dire, bon, mais puisque nous avons choisi de réduire de 20 nos émissions, donc d'abord de respecter Kyoto, 6 jusqu'en 2012, et ensuite de réduire au total de 20 avant 2020, et que d'autres ne le font pas, ne devrions-nous pas établir un genre de taxe à la frontière de l'Union européenne pour taxer, une taxe environnementale pour les produits qui sont fabriqués dans des pays qui n'ont pas ces contraintes? Où en est ce débat? Oui. Bon, deux choses déjà. Il y a déjà l'objectif chiffré de l'Union européenne était un peu plus élevé que l'objectif canadien. Dans Kyoto était déjà de 8%. Et donc, ce sera, comme vous le dites, 20% pour 2020, unilatéralement, même s'il n'y a pas d'accord international. Et c'est un débat qui est toujours d'actualité. Il y a déjà des mesures qui sont incluses dans le système qu'on appelle ETS, donc le système d'échange de quotas d'émissions au niveau européen pour un certain secteur de l'industrie.
Et ce système leur permet d'acquérir des droits d'émission gratuitement ou partiellement gratuitement, sans tout payer. C'est un système qui a été mis en place justement pour les protéger un peu de la concurrence internationale d'autres entreprises au secteur industriel qui ne doivent pas faire face aux mêmes contraintes. Donc, j'essaie de comprendre. Donc, les entreprises européennes qui sont soumises à la concurrence internationale, bon, par exemple, c'est un fabricant de téléviseurs ou de jouets, etc., qui dit, bien, nous, on a des normes environnementales plus strictes que la Chine ou que les États-Unis, nos concurrents. Donc, pour acheter mes droits de polluer dans la bourse du carbone, donc c'est moins cher parce qu'on ne veut pas m'imposer un coût supplémentaire, c'est ça? Oui, c'est tout à fait correct, sauf la seule chose, les producteurs de téléviseurs, etc., ne sont pas vraiment couverts par ce système. Ah bon? C'est plutôt les producteurs de... Ils sont tous faits en Chine maintenant, de toute façon. C'est ça. C'est les producteurs d'électricité, d'acier, de papier, de ciment, etc. Donc, c'est les secteurs industriels avec une grande intensité énergétique. D'accord. Donc, ça, c'est dans les réglementations de la bourse du carbone. Maintenant, pour les autres, ce débat sur la taxe intérieure. Oui, ce débat est ouvert, hein, mais en effet, le système actuel ne le prévoit pas. Donc, si on veut le faire, il faudra l'introduire soit avec une nouvelle législation, soit avec un amendement de la législation existante. Mais c'est clair aussi que l'idée européenne est que pour garantir ce qu'on appelle le level playing field, donc le respect d'une concurrence correcte, il faudrait atteindre un accord international. C'est ça la meilleure façon. C'est pas de mettre en œuvre des mesures qui pourraient être protectionnistes. Mais il y a des propositions concrètes. Je crois le président français et la chancelière allemande ont fait des propositions dans ce sens-là. Mais au stade actuel, il s'agit d'un débat au niveau politique sans une proposition législative concrète qui, de toute façon, devrait venir de la Commission européenne. Alors, si on regarde le positionnement des principaux joueurs, donc l'Union européenne s'est très clairement positionnée, 20 de réduction. S'il y avait à l'avenir une entente internationale, serait prêt à augmenter jusqu'à 30 %. Mais comme vous l'avez dit dans votre conférence, quand bien même l'Europe réduisait à 0 ses émissions de gaz à effet de serre, elle n'est responsable que de 10 % des émissions globales. Donc, l'essentiel de la planète est à l'extérieur de l'Europe. C'était vrai à l'époque, c'est encore vrai aujourd'hui. Donc, l'Europe n'a pas la clé du problème. Alors, les deux joueurs les plus importants, les États-Unis et la Chine. Bon, aux États-Unis, au moment où on tient cette entrevue, la question de savoir si l'administration Obama va réussir à faire adopter un projet de loi établissant une bourse du carbone, c'est encore extrêmement difficile à dire. Le degré de difficulté est très élevé. Alors, de deux choses l'une, ou bien il se présente à la rencontre de Cancun en novembre avec ce projet, ou bien non. Alors, est-ce que les autres acteurs comme la Chine attendent ce signal? On sait que le Canada, par exemple, a dit « Nous ne ferons rien que les Américains ne feront pas ». Alors, donc, toute notre politique va être définie là, à la Chambre et au Sénat. Est-ce que c'est vrai pour la Chine aussi? Oui, ce serait sans doute un signal très fort parce que ce serait aller d'une déclaration politique à l'adoption d'une loi qui est contraignante et qui va évidemment être appliquée par après. Les Chinois sont tout à fait conscients des difficultés de l'administration Obama à faire passer une législation sur les changements climatiques au Congrès et donc ils observent ça de tout près. Même si cette législation était adoptée, ce ne serait pas facile de convaincre la Chine à augmenter son niveau d'ambition au niveau international, mais certes, ce serait un pas très important dans cette direction-là. Parce que si vous voulez, la pression maintenant est sur les États-Unis et dans la dynamique des négociations, la pression pourrait bouger vers la Chine. Donc, alors, regardez, l'état du jeu, c'est qu'à Copenhague, M. Obama, préfigurant l'adoption de cette législation, s'est engagé à une réduction, si on reprend toujours les termes de Kyoto, d'à peu près 2,5 % de ses émissions en 2020. En 2020, même pas en 2012, par rapport à 90. Bon, alors c'est déjà ça, c'est un premier pas.
Mais c'était dans son projet de loi initial. Maintenant, on discute d'un projet de loi plus restreint qui ne couvrirait que la génération d'énergie et qui donc ne couvrirait que la moitié de l'économie et donc probablement avec une réduction à ce moment-là de 1,7, un truc comme ça. Donc, on réduirait. Donc Obama se présenterait ou ses représentants se présenteraient à Cancun avec, en ne pouvant livrer que la moitié de ce qui était écrit à Copenhague. Les Chinois, eux, ont dit qu'ils réduiraient de 40% à peu près l'intensité de leur utilisation. Alors, ils ne vont pas réduire la totalité de leurs émissions, mais un peu comme on le fait en Alberta, on réduit l'intensité de la génération de gaz à effet de serre par unité de produit. Alors, en fait, si Obama se présente avec moins que ce qu'il avait signé à Copenhague, les Chinois pourraient dire, ben moi aussi, je pourrais faire moins. Ben, c'est clair que c'est difficile d'anticiper le résultat des négociations aux États-Unis et voir en effet quel sera le niveau d'ambition finale de cette législation. Mais si ça devait être revu à la baisse par rapport à Copenhague, ça ne va pas être une contribution aussi importante qu'on voudrait qu'elle soit. Mais c'est vrai aussi que l'objectif chinois est d'une nature très différente. Donc, ce n'est pas un terme absolu, une réduction des émissions chinoises, mais comme vous l'avez dit, une augmentation de l'efficacité énergétique. Donc, d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue politique, par rapport aux autres partenaires de négociation, ni l'un ni l'autre objectif, ni la Chine ni les États-Unis sont en train de faire ce qui est nécessaire de faire pour sauver notre environnement. Alors, l'an dernier, vous m'aviez dit, et vraiment en résumant, pour éviter une catastrophe, donc pour avoir moins de 2 degrés de plus en 2050 qu'au début de l'ère industrielle, il faudrait, d'ici 2050, réduire de 50% nos émissions de gaz à effet de serre. Et si nous faisons ça, nous n'avons que 50% des chances d'éviter la catastrophe. OK? C'est ça. Bon. Alors ça, c'était au moment où vous pensiez, comme moi et plusieurs autres, qu'il se ferait quelque chose de très important à Copenhague. Là, on vient de perdre au moins 1 an. Oui. Bon, sinon plus. Alors, notre probabilité de nous rendre là, en ce moment, vous diriez qu'elle est quasi nulle, presque nulle ou seulement improbable? Vous savez, j'aime pas les mathématiques et le calcul des probabilités est très compliqué. Je pense que c'est très difficile. Le plus on attend, le plus difficile cela devient. Mais en plus de cela, les études scientifiques qui continuent d'être présentées par les académiques nous démontrent qu'en fait, même cet effort-là pourrait être insuffisant. Donc, il y a un degré d'urgence dont les politiciens semblent ne pas être complètement conscients. Il y a 2 éléments là, qui ont troublé un petit peu la concentration planétaire sur cette question. La crise, évidemment, qui nous a envoyés vers des préoccupations plus prosaïques. Et deuxièmement, toutes les questions autour du Climate Gate, les erreurs du GIEC, etc. Le prochain moment important, le dernier rapport du GIEC, donc ce groupe international sur l'environnement, chapeauté par l'ONU, date de 2007. Son prochain rapport arrivera quand? C'est prévu pour la fin 2014. La fin 2014, mais c'est très, très loin. C'est beaucoup trop loin. Oui, c'est clair que ce ne sera pas ce rapport-là qui donnera l'impulsion qu'il nous faut maintenant. Mais au-delà des erreurs, je dirais, marginales qui ont été constatées, je pense que le dernier rapport devrait nous donner assez d'incentifs pour agir rapidement. Donc, il ne faudrait pas attendre le prochain. Mais il n'y a pas de discussion d'essayer de faire un rapport intérimaire il y aura vraisemblablement un rapport intérimaire, c'est vrai. On verra sur cette base-là quels seront les résultats. Mais la crise économique, pour revenir à votre question, nous a peut-être fait gagner 1 ou 2 années, parce que les émissions ont été réduites dans beaucoup de pays industrialisés à cause de cette crise. À cause de la réduction. Mais l'autre problème qui semble arriver, c'est qu'on comptait, en un sens peut-être un peu pervers, sur une augmentation importante du prix du pétrole pour envoyer un signal de prix important en disant, mais réduisez votre consommation, ça devient trop cher. Mais de nouvelles découvertes de gaz naturel font qu'il n'y aura peut-être pas une hausse importante du prix du pétrole à court et moyen terme. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est possible, surtout à court terme, que ce ne soit pas une hausse aussi importante qu'on aurait imaginé, mais on est autour des $80, ça varie assez rapidement. Et quand nous avons développé le système de l'ETS en Europe, nous avions pris comme prix de référence $61, qui à l'époque nous semblait déjà un prix très élevé. Donc le prix du pétrole reste assez élevé pour pousser, si vous voulez, le prix dans le marché de carbone. Donc le potentiel est là, il faut la volonté politique. Nicolas Notaro, j'ai une suggestion de plage musicale à vous faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous connaissez peut-être, vous avez un peu mon âge, le Muppet Show. Le Muppet Show dans lequel il y avait la grenouille Kermit et sa chanson thème, c'était « It's not easy being green ». Ce n'est pas facile d'être vert. Est-ce que ça répond un petit peu à votre humeur actuelle? Oui. Je dirais que c'est une bonne description. C'est pas facile, mais c'est quand même beaucoup plus agréable que d'autres couleurs. Très bien. Nicolas Notaro, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions encore cette année. Je vous donne rendez-vous l'an prochain, donc j'espère que vous serez encore avec nous. Bien. Et on écoute It's Not Easy Being Green, le tube de Kermit la grenouille. It's not easy being green. It seems you blend in with so many other ordinary things. And people tend to pass you over because you're not standing out like flashy sparkles in the water or stars in the sky. But green's the color Nous sommes de retour à Planète spring. Terre, l'émission des chercheurs du Cérium. Ici Jean-François Lisée. Peut-être avez-vous vu le film Planet Terror il y a quelques années, un film complètement gore réalisé par Robert Rodriguez. C'est un émule de Quentin Tarantino. Donc un film où il y a énormément de sang, de bagarres, un tout petit peu de sexe aussi. Et dans ce film, il y avait une bande-annonce très brève pour un autre film qui n'existe pas, qui s'appelait Machete, où on voyait un hispano-américain avec plein de machettes et de couteaux et de poignards. Et cette bande-annonce est devenue un film, Machete. Pourquoi est-ce qu'on vous parle à Planète Terre d'un film très gore, un sous-genre des films américains? C'est qu'il a une portée politique inattendue. Et nous avons même obligé un de nos bons collaborateurs, Bruno Ramirez. Merci d'être avec nous, Bruno. Merci. On a obligé Bruno à aller voir ce film et nous dire ce qu'il en pense parce que, Bruno, vous êtes professeur d'histoire ici à l'Université de Montréal, vous êtes aussi documentariste et vous êtes spécialisé des questions d'immigration entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et c'est donc le sujet, le prétexte du film que toute cette question de l'immigration illégale hispanique mexicaine aux États-Unis. Alors d'abord, est-ce que Machete, en plus d'être un film gore, est-ce un film politique? Personnellement, je dirais non. C'est un film, je suis aussi scénariste de films de fiction, donc je m'intéresse beaucoup à la construction de la narration fictive dans un film. Et c'est une formule assez répandue, c'est-à-dire on a tous les éléments, on a la trame, on a des acteurs, on a des bienfaits, mais on n'a pas de dramaturgie. Ça veut dire que ce qui se passe, ce n'est pas vraiment le résultat d'une dramaturgie où d'habitude les émotions, le conflit, la haine, l'amour font en sorte qu'on passe d'une scène à l'autre, d'une partie à l'autre de la trame jusqu'au dénouement final. Mais c'est plutôt le genre de film où justement, ce qui manque, comme il n'y a pas de dramaturgie, d'après moi, alors pratiquement, on peut tout mettre, on peut tout faire aux comédiens. Alors, dans ce sens-là, ça ressemble beaucoup plus, d'après moi, aux video games, jeux de vidéo, où tous les éléments sont là, on peut un peu renverser les choses, etc. C'est celui qui... Et c'est la valeur choc qui prime. Et donc, ce qui devrait en principe être dramatique, parce que la trame pourrait être très dramatique. Okay. Alors, racontez-nous en quelques phrases. Il y a beaucoup d'enjeux. Oui, en deux, trois phrases. Oui, c'est l'histoire de ce qu'on appelle un peu anti-héros, justement Machete, qui est devenu un personnage mythique dans le milieu des illégaux, dans le Texas, Arizona, dans tous ces endroits frontaliers.
un ancien agent fédéral au Mexique qui a subi une violence assez grave. Sa femme a été tuée, je pense, par des caïds de la drogue. Et donc, il est dans la jungle des illégaux. Et soudainement, il est recruté par quelqu'un qui a tout un programme politique, en 2 mots, c'est-à-dire une organisation politique qui essaie de faire élire un sénateur connu pour adopter une ligne très très dure contre les illégaux au point de vouloir faire construire un véritable un mur sur la frontière. Voilà, oui. Okay. Et, donc ce Machete est embauché par les collaborateurs de ce sénateur. De ce sénateur, donc pour lutter, lui qui est un héros des illégaux, travaillerait pour un politicien qui est contre les illégaux. Oui, au début du film, on ne sait pas qu'il est héros des illégaux, mais on va le savoir un peu plus tard. Il est juste un vagabond comme ça. Donc, mais les gens qui l'approchent pour assassiner, ils le connaissent. Ils connaissaient ses antécédents, etc. Et donc, l'idée, c'est de faire un faux assassinat, c'est-à-dire que faire en sorte que, même si on lui donne tous les éléments pour faire l'assassinat pendant un rallye politique, on s'est organisé pour que finalement ça s'échoue, mais que l'attentat arrive jusqu'à blesser le candidat, le sénateur, pour le transformer en martyr de la cause. C'est ça, et pour l'aider à se faire élire. Et tout de suite attraper le coupable, qui serait justement un illégaux, le symbole de cette terreur qui envahit. Donc une machination politique, une mise en scène pour aider ce sénateur anti-illégaux à se faire élire. Qui collabore aussi avec les groupes des vigilantes. C'est police, en fait, c'est une sorte de police privée qui contrôle la frontière, etc. Et donc, il y a toute une organisation et aussi la collaboration des trafiquants des caïds au Mexique, parce que, et c'est ça, en fait, la trame est intéressante. Hein? L'idée de ce caïd, et c'est pour ça qu'il est impliqué dans toute cette opération, c'est que si le sénateur est élu, et il va faire construire ce mur, il y aurait des points seulement de passage. Et alors, ça veut dire que ça va... Et lui, le caïd, contrôlerait ces points de passage dans le trafic de drogue. D'accord. Et donc, ça veut dire qu'il aurait le contrôle du trafic de drogue. Il est de mèche avec le sénateur. Voilà. Donc, c'est de la corruption. Alors, en plus, c'est un extrémiste anti-immigrant et en plus, il est corrompu. Donc, tout va bien. Alors, une fois que notre cher Machete, il gagne ses $150 000, mais il devient vraiment... Il réussit à s'enfuir parce que l'idée, c'était de le tuer tout de suite, de l'éliminer, non? Mais il ne réussit pas. Alors, tout ça se passe dans les premiers 10-15 minutes. Après, tout le reste, c'est vraiment comment Machete... il va se venger pendant qu'il essaie de l'attraper, de l'éliminer, parce que tant qu'il est vivant, il peut parler, révéler, donc avec tous les... C'est une menace. Alors, tout ça, ça transforme... Voilà, ça, c'est la trame, mais tout ce qui se passe là devient incrédible parce que... Parce que ce n'est pas science-fiction où on peut imaginer des êtres étrangers qui arrivent à faire. C'est des êtres humains qui devraient agir selon leur potentiel humain. Ce n'est pas non plus Superman. Oui. Il n'est jamais blessé, il ne tombe jamais. C'est un être humain. Alors, donc, je vous ramène sur... La droite américaine a critiqué le film en disant, donc, ce film montre que le bon et la victime, c'est l'immigrant illégal, et le méchant, c'est le candidat sénateur blanc, très clairement républicain, puisqu'il y a des thèmes républicains. Très clairement, et donc, c'est un film anti-américain. Alors, laissons la droite à ses critiques, mais est-ce qu'au-delà de ce discours-là, dans le film, il y a une représentation, même de fond de scène, intéressante et juste sur le sort des immigrants illégaux mexicains en Arizona, au Texas? Malheureusement... ça aurait pu être un film assez sérieux sur ce thème-là, même tout en gardant la trame.
Mais on joue on joue le film d'action avec tous les excès imaginables, comme la fille qui fait face à trois tueurs professionnels armés dans un espace comme ça, qui réussit à les éliminer avec des armes de fortune comme le talon aiguille ou un tire-bouchon. Donc c'est juste un exemple pour ne pas parler d'autres un peu plus macabres. Donc dans ce sens-là, ça devient, en fait la salle, les gens riaient. Oui. Quand un drame devient comédie, et des actions qui devraient être très dramatiques font rire les gens. D'accord. Mais c'est ce que veut le réalisateur, il veut faire rire. Oui, mais on ne peut pas prendre au sérieux le personnage, c'est ça, ça enlève cette approche-là qui peut être amusant, peut être défendable sur des plans, je ne sais pas, esthétiques, etc. Ça va perdre l'épaisseur de l'aspect social du drame. Et alors, Henri, même les personnages de sénateurs deviennent ridicules à un moment donné. Mais oui, ça ne me surprend pas du tout que la droite l'accuse d'être anti-américain. Il n'y a pas de question que les mauvais, c'est les Américains. Cette collision de politiciens, de agriculteurs, de trafiquants, etc. C'est sûr. Et les héros, c'est les illégaux qui ont les réseaux. Il y a un élément, par contre, que je trouve intéressant, parce que si vous avez, je sais pas, si vous avez remarqué, presque tous les ennemis de Machete sont éliminés de façon très, très amusante, que je ne veux pas décrire ici, mais le chef des vigilants, il reste vivant à la fin. Ah, pour peut-être avoir une suite, Machete 2. Oui, peut-être, mais ça veut dire que le danger, parce que finalement, on peut dire des gens naïfs, et on sait qu'aux États-Unis, il y en a beaucoup sur des questions politiques, etc. Ils peuvent effectivement penser qu'il y a tout un réseau qui fait penser au terrorisme. Même si le film est clair, ces gens-là essaient de se défendre, de défendre leur dignité, de survivre, etc. Mais la façon dont on est montré, on les voit qui travaillent dans une cuisine ici, qui nettoient le bureau ici, et tout d'un coup, quand c'est l'action, c'est le réseau. Vous voulez dire le réseau d'immigrants illégaux est capable de se mobiliser. Donc il y a un genre de menace qui plane. Oui, voilà. Alors comme le film se termine comme ça, c'est la victoire de Machete. Il a éliminé tous ces gens-là, mais les vigilantes, etc., c'est extrême droite, violente, sont toujours là. Donc on peut dire que la guerre est là. Même à la fin du film, voilà, on nous laisse avec ce message-là qu'il y a cette guerre latente qui continue ce moment. Bruno Ramirez, est-ce que vous avez du côté divertissement, est-ce que vous avez aimé le film, vous avez ri, vous avez participé à cette rigolade? Une fois qu'on comprend, qu'on rentre dans ce registre un peu bouffon, oui, un peu exagéré, d'action, de films d'action, etc., un peu à la... En fait, c'est le modèle de Rambo. Oui, il y a une cause politique, etc. Mais tout le reste, c'est vraiment... on peut faire à Rambo n'importe quoi. Tout à fait. Alors là, ça devient vraiment comique parce qu'on voit toutes sortes de choses, justement. Excellent. Donc, un divertissement sur fond, sur fond sociopolitique. Merci beaucoup, Bruno, de vous être prêté à l'exercice. Merci. Et on écoute, grâce à vous, la bande sonore de Machete. Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. Merci de l'avoir écoutée. Si vous souhaitez la revoir ou revoir des émissions précédentes, elles sont toutes disponibles sur le site serium.ca en vidéo et en balado-diffusion. Je vous invite également à regarder sur notre site l'annonce de nos événements publics à venir. Vous y êtes conviés. Je signale en particulier le colloque sur les 20 ans de la réunification allemande que nos collègues européanistes organisent les 29-30 septembre et le 1er octobre. Parmi les invités, la patineuse olympique médaillée Monique Garbrecht va parler de l'importance du sport dans la réunification allemande. Et Joe Clark, qui était ministre canadien des Relations extérieures, fera également
un retour sur l'implication du Canada et les négociations internationales qui ont conduit à la réunification des deux Allemagnes. En terminant, je remercie l'équipe technique de Planète Terre, Luc Laflamme, Ognian Guerguiev et Charlène Ricard, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.